Je ne crois pas qu'on irait trop loin en affirmant que la case de l'oncle Tom a donné une vision fidèle et équitable de l'esclavage. Quoi qu'il en soit, ce livre m'a ouvert les yeux et m'a fait voir qui et ce que j'étais et comment mon pays me considérait. En fait, il m'a donné mon assise. Donc voilà, témoignage assez fort, hein, où la construction d'un mythe donne des outils pour comprendre le stigmate et finalement le détourner ou le faire sien. Il y a aussi beaucoup de stigmatisés qui utilisent une sorte de conjuration du sort qui consiste en fait à se réapproprier le stigmate pour pouvoir vraiment le déconstruire, l'éliminer, le mater. Hein. Comme tu me stigmatises parce que je suis noire, alors je vais reprendre ce stigmate-là que tu m'attribues et en faire quelque chose, autre chose. Je ne sais pas si je devrais, mais je vais vous raconter une petite histoire. Une fois, j'ai été admis dans un groupe de garçons noirs qui avaient à peu près mon âge et avec qui j'allais souvent pêcher. Au début, que j'étais avec eux, ils prenaient soin d'employer le mot noir en ma présence. Peu à peu, comme nous allions de plus en plus souvent à la pêche, ils se sont mis à plaisanter entre eux, devant moi, et à s'appeler nègres. Le vrai changement, c'était qu'ils utilisaient ce mot de nègre en plaisantant, alors qu'auparavant, ils étaient absolument incapables de l'employer. Un jour, alors que nous nagions, un des garçons m'a poussé violemment pour rire et je lui ai dit « Arrête de faire ton nègre avec moi !» Avec un grand sourire, il a répliqué « Va donc, salaud !» À partir de ce moment, nous avons tous pu employer le mot nègre, mais les anciennes catégories avaient complètement changé. Jamais aussi longtemps que je vivrai, je n'oublierai la sensation que j'avais à l'estomac après avoir employé le mot nègre sans aucune réserve. Donc, on voit bien là comment la réappropriation du stigmate, donc là dans le langage, est aussi une libération. Elle permet réellement de détourner quelque chose de négatif en positif. On modifie complètement la nature du mot. Et je crois que cette réappropriation du stigmate existe dans toutes les communautés minoritaires, où finalement, la meilleure manière de combattre, c'est de reprendre ce que l'autre attribue avec une connotation très, très négative, en transformant cette connotation de manière positive. Pour détruire le stigmate, il y a aussi la possibilité de briser la glace, de sidérer les gens, de faire des blagues, d'arborer encore plus son stigmate. Voilà, il y a donc, c'est le cas de plusieurs témoignages que je ne vais pas forcément vous lire ici pour avancer un peu. Bon, et il y a une dernière option, c'est celle de désapprendre toutes les techniques pour passer inaperçu. C'est-à-dire, voilà, on arbore son stigmate, on s'adapte malgré les réflexions, malgré le qu'en dira-t-on. On ne fait plus attention. C'est ce que Goffman, dans les témoignages qu'il collecte, certains parlent de cet état d'adaptation, de maturité, où à un moment, on ne veut plus essayer d'être conforme à une certaine norme. On accepte sa situation. Alors Goffman nous parle aussi dans un chapitre de la différence entre discréditer, donc cet état où on est forcé de s'accommoder d'une tension, et donc le stigmatisé, discrédité, c'est celui dont on a parlé jusqu'à présent, et le discréditable, qui lui est un stigmatisé, qui va essayer de s'en sortir en contrôlant l'information. L'individu discréditable procède à plusieurs techniques.
Il va procéder à deux techniques majoritairement que décrit Goffman, à savoir le faux semblant et la couverture. Alors, qu'est-ce que c'est ? Le faux semblant est la délimitation des risques en divisant le monde en deux groupes. Le premier groupe nombreux, auquel aucune information n'est révélée, et l'autre plus restreint, auquel il dit tout et dont il espère le soutien. Ainsi, quand deux personnes stigmatisées se connaissent, ils vont aussi prendre leurs précautions à l'extérieur dans l'espace public pour éviter d'attirer les soupçons. Il y a donc là une stratégie employée par celui qui fait semblant. On va faire en sorte de ne pas forcément saluer quelqu'un qu'on connaît dans la rue qui a elle aussi un stigmate. On évite toutes ces situations de gêne possibles. On va aussi parfois quitter son lieu de vie pour un autre lieu de vie beaucoup plus grand où il y aura une possibilité d'être anonyme comme une grande ville. Finalement, l'apprentissage du faux-semblant constitue pour Goffman l'une des phases de la socialisation de l'individu stigmatisé. L'individu discréditable est en somme toujours en train de basculer entre plusieurs mondes, car on ne veut jamais tout dire de ces multiples facettes du moi. Il y a par exemple le témoignage d'un garçon homosexuel qui a très peur quand il arrive chez ses parents, comme si sa pratique homosexuelle pouvait se voir physiquement sur son visage ou dans ses gestes ou dans ses mots. Et donc il est terrorisé à l'idée que ses parents découvrent son homosexualité par son état, alors même que son état physique, sa physiologie n'a pas changé. Mais il va contrôler ses gestes et ses dires. Même quand il ne fourche pas, même quand il est complètement normal comme avant avec ses parents, il a cette impression de tromper son monde. C'est donc vraiment ça le faux semblant. Et puis il y a la couverture. La couverture, elle sert à afficher un stigmate, mais à diminuer le choc que celui-ci pourrait avoir sans couverture. C'est concrètement l'exemple de l'aveugle qui a des brûlures sur les yeux et qui va porter des lunettes noires, comme pour diminuer le choc de son stigmate. C'est l'exemple de la fille qui marche parfaitement avec une jambe de bois, mais pour pas choquer son monde, va préférer prendre des béquilles. Donc l'effort de couverture s'applique à limiter l'étalage des imperfections directement assimilées à la présence du stigmate. Voilà, on voit bien que chez le discréditable, il s'agit toujours de trouver des stratégies. Il y a un bel exemple que cette fois je vais vous lire, qui est l'exemple de France, un témoignage de France. C'est relaté par un auteur qui s'appelle Warfield. Alors, c'est très intéressant, vous allez voir. France avait inventé des techniques compliquées afin de s'en tirer au mieux en protégeant son secret lorsqu'elle était à une table au moment d'accalmie. Quand elle assistait aux matchs de football, pendant les entr'actes, des concerts, au bal, etc. Mais elle ne servait qu'à la rendre plus inquiète et par suite plus prudente et donc plus inquiète. Bon, en fait, France souffre de troubles de l'audition. Alors vous allez voir qu'est-ce qu'elle fait pour combler ce trouble. Ainsi, France avait inscrit noir sur blanc que lors des repas, elle devait, premièrement, s'asseoir à côté de quelqu'un qui parle fort. Deuxièmement, s'étouffer, tousser ou avoir le hoquet lorsque quelqu'un lui posait une question en direct. Troisièmement, prendre elle-même la direction de la conversation, demander à un convive de lui raconter une histoire qu'elle avait déjà entendue et poser des questions dont elle connaissait les réponses. C'est quand même formidable. Enfin,
ça fait peur, hein, mais c'est quand même formidable. Et on a aussi le cas de cet aveugle, de certains aveugles qui apprennent à regarder leur interlocuteur dans les yeux, car cet acte, en début de son inutilité, les retient de fixer le vide, de baisser la tête et d'une façon générale de violer involontairement le code des signaux d'attention qui structure l'interaction verbale. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire ? Cela signifie que les personnes qui ont des tares, qui ont des stigmates, doivent toujours apprendre les structures de l'interaction et s'adapter. C'est-à-dire que on ne s'adapte jamais à quelqu'un qui a un stigmate, c'est le stigmatisé lui-même qui doit s'adapter à une norme sociale. Bon, et pour conclure, donc, je vous rappelle ce qui est important vraiment dans ce cours. Pour Goffman, il y a de déviation. Hein. D'ailleurs, il n'emploie jamais le mot déviance. Il ne veut pas parler de déviance parce que à partir du moment où on parle de déviance, on considère que il faut respecter une norme. Donc lui, il va parler plutôt de... Pour lui, s'il y a des déviations, c'est que parce qu'il y a une norme établie et que cette norme établie est quand même très particulière puisque c'est ce jeune père de famille, blanc, marié, citadin, nordique, hétéro, protestant, diplômé d'université, employé à temps plein, qui a un bon poids, une taille suffisante, qui est en bonne santé et qui pratique un sport. Donc, tous les Américains, pour lui, vont ensuite jauger en fonction de ce modèle. Les normes d'identité engendrent la déviation autant que la conformité. Mais il remarque quand même qu'il y a aussi une coopération tacite entre stigmatisés et normés. Puisque pour Goffman, celui qui sait jouer l'un de ces rôles possède tout l'équipement requis pour jouer l'autre et en a bien souvent d'ailleurs l'expérience. L'individu, qu'il soit stigmatisé ou normal, est donc capable de jouer les deux rôles dans le drame du social et du déviant. Les deux rôles sont non pas seulement complémentaires, mais possèdent des similitudes. Dans les deux cas, l'acteur peut fuir le contact de l'autre partie afin de mieux s'adapter. Le stigmate est moins donc est moins dans cette binarité que l'on connaît, stigmatisée et normale, mais que l'action d'un processus social omniprésent qui amène chacun à tenir les deux rôles. Finalement, pour conclure, le normal et le stigmatisé ne sont pas des personnes, mais des points de vue. Je vous remercie pour votre écoute et je posterai de la même manière le dernier cours sur l'anthropologie du corps, des affects et de l'olfaction. Merci de votre attention et prenez soin de vous.